en 2007, dès l'élection, à la fois présidentielle puis le nouveau gouvernement, eh bien, sous sans doute la pression à la fois des associations environnementales et notamment de Nicolas Hulot, vous vous souvenez, qui avait fait le pacte écologique et qui avait dit aux candidats à la présidentielle, vous devez signer le pacte écologique. Et donc, la plupart des candidats à la présidentielle avaient signé ce pacte, et ils avaient dit, dans le pacte écologique, il y avait un point qui était de faire une sorte de Grenelle de l'environnement, de mise à plat, pour s'occuper un peu plus de ce qui avait été fait dans les années précédentes. Alors, effectivement, c'est M. Borloo qui a été nommé ministre de l'écologie, il était d'ailleurs à l'époque numéro 2 du gouvernement, avec le titre de ministre d'État, et pendant l'année 2007, ça s'est plutôt bien passé. Et d'une certaine manière, nous-mêmes, et parmi nous peut-être qui ont participé directement, on était favorables au Grenelle de l'environnement. C'était donc la suite des propositions de Nicolas Hulot, et on se dit c'est un moyen d'essayer, par rapport à la pression des milieux économiques, par rapport au bétonnage, à la bitumisation de la France, peut-être, d'avoir un peu plus de respect de l'environnement et de voir, dans une perspective globale, si on ne peut pas vivre avec moins de pollution et moins de dégâts, disons, d'une manière générale. Et donc, pendant l'année 2007, on y a participé, les uns ou les autres, soit à titre associatif, parce que vous savez que ça réunissait à peu près 5 grands acteurs de la société en France, qui sont bien sûr l'État lui-même, mais aussi les syndicats, tous les syndicats ouvriers ont participé, les syndicats patronaux, les collectivités territoriales, et puis ça c'était la nouveauté, les associations de protection de la nature, de défense de l'environnement, les grandes associations comme le WWF, comme les Amis de la Terre, comme Greenpeace, enfin, etc. Et donc ils ont pas mal bossé jusqu'au 25 octobre 2007, et là il y a eu un show médiatique, comme le président de la République sait le faire, à l'Élysée, en présence d'ailleurs de tous les ministres, Borloo en premier, mais aussi en présence de Al Gore, qui a été l'ancien vice-président des États-Unis d'Amérique. Vous vous souvenez de Al Gore, qui avait fait un film, La vérité qui dérange, qui était très inquiet sur le changement climatique. Et là, le président de la République a sorti une sorte de discours à la fois triomphaliste. Il a même parlé de révolution écologique, que désormais, maintenant, c'était quasiment la cogestion de la France dans tous les domaines. La transversalité de l'écologie devait s'imprimer dans tous les domaines, que ce soit bien sûr dans les domaines de l'aménagement du territoire, mais aussi dans le logement, dans l'énergie, dans les transports, dans la santé, dans la justice, dans l'éducation. Enfin, on allait avoir de l'écologie partout, parce que ça devait être transversal. Bon, on a dit pourquoi pas, chiche. Et du coup, le Grenelle de l'environnement à cette époque-là, eh bien, on s'en est saisi en disant, on va le faire ensemble. Sauf qu'il y a eu 2 autres étapes. Ça, c'était la bonne étape. Il y a eu une première étape qui a été le Grenelle 1, qui était une loi, on peut dire, d'orientation et de programmation, qui était chargée de traduire en termes juridiques, puisque à l'Assemblée nationale, où je siège, bien entendu, on est chargé de faire le droit, quoi, de traduire les aspirations de la société dans des articles de loi. Eh bien, il y a eu une première loi, qui était en 2008-2009, qui s'appelait le Grenelle 1. Alors, c'était une sorte, je dirais, de lyrisme juridique et de dentelle poétique, avec des phrases très ronflantes, et qui nous a à peu près satisfaites, au point que, même si nous étions critiques, nous avions à la fois, on était partagés entre l'espoir et la déception, avec quelques inquiétudes qui pointaient déjà. Et donc, au moment de la première lecture, on s'est abstenu. On a dit, c'est pas mal, mais peut mieux faire. On attend la deuxième loi Grenelle, dit Grenelle 2, qui, elle, a été débattue en mai 2010, voilà quelques mois. Et ce Grenelle 2 devait être un immense décret d'application, c'est-à-dire que c'est au moment où on met en œuvre vraiment de manière assez technique, voir quelles sont les applications du Grenelle 1, qui était plus un long poème à la Lamartine, enfin, si je peux me permettre, hein. Encore que Lamartine, qui a été député à l'Assemblée nationale, comme Victor Hugo, évidemment, il avait peut-être à l'époque un sentiment de la nature, mais qui était d'origine romantique plus que vraiment juridique. Bon, peu importe. Alors, le Grenelle 2, par contre, a été un échec. Il faut bien le dire, dans 3 séries, disons, de propositions. La première série de propositions, c'est qu'il y a eu ce qu'on peut appeler les acquis du Grenelle 1. Les acquis, c'était que dans le domaine du bâtiment, de la rénovation thermique des logements, dans le domaine de l'urbanisme,
dans le domaine de ce qu'on appelle la certification environnementale des exploitations agricoles, par exemple. Prenons cet exemple-là. Ça nous concerne peu dans le 14e. Il y avait jadis une ferme, on se souvient, rue de la Tambissoire, bon, c'est fini. Ah oui, la ferme Montsouris, bon. Ceci étant dit, c'est quand même très important l'agriculture, parce que vous savez qu'on dépend beaucoup, évidemment, en tant que Parisien, on dépend le circuit extérieur à Paris, et par conséquent, il est important, on parlait de l'agriculture périurbaine tout à l'heure, mais que l'agriculture puisse nous alimenter ici à Paris. Eh bien, il y avait la certification environnementale des exploitations agricoles. Ça nous semblait une bonne idée dans le Grenelle 1, mais la traduction dans le Grenelle 2 a été par 2 fois trahie, on peut dire, sous l'emprise, il faut l'avouer, du grand syndicat hégémonique pratiquement en France, qui est la FNSEA, et qui avait une idée, ce qu'ils appellent l'agriculture raisonnée. C'est-à-dire continuer à faire à la fois des nitrates, des pesticides, du machinisme, du productivisme, de la chimie, mais soi-disant de manière raisonnée, entre guillemets. Et en fait, la certification environnementale de l'agriculture, des exploitations, eh bien, c'est l'agriculture raisonnée, c'est-à-dire, en gros, le lobby de la FNSEA avait gagné par rapport aux propositions, aux 268, il y en avait un sur l'agriculture, un engagement du Grenelle d'octobre 2007. Et donc, on a été déçus là-dessus. D'ailleurs, on a posé la question à Borloo. Bon, mais alors, si on peut avoir une certification, ce qu'ils appellent la HVE, un peu comme il y avait jadis, vous savez, la HQE, haute qualité environnementale. Maintenant, on dit plutôt, c'est pour les bâtiments, BBC, bâtiments basse consommation. Ça aussi, c'est une sorte de cible qui vient du Grenelle. Hein, c'est des bâtiments qui sont inférieurs, par exemple, à 50 kWh par mètre carré et par habitant, au point de vue de la dépense énergétique. Revenons, je termine sur ma certification environnementale des exploitations agricoles, ce qu'on appelle la HVE, haute valeur environnementale, et c'est pas mal, on va avoir un tampon, ça va être de l'agriculture écolo, quoi, presque. Alors, pas biologique, parce que ça demande du temps, se convertir en bio, mais enfin, ça serait mieux. On a demandé au ministre, mais est-ce que quelqu'un qui fait par exemple du maïs OGM peut avoir le logo, le label HVE, haute valeur environnementale? Oui, voilà ce que nous dit Borloo. Donc d'une part, en fait, c'est un masque pour tuer l'agriculture biologique et proposer l'agriculture dite raisonnée de la FNSEA, et d'autre part, on peut faire des OGM et en même temps avoir le label HVE. Donc on a été très déçus, vous voyez, entre le Grenelle 1, qui semblait intéressant, et son application dans le Grenelle 2, il y a eu vraiment une trahison, là on peut dire, d'un engagement du Grenelle. Bon, je ne vous fais pas toute la liste des trahisons, il y en aurait bien d'autres hein, dans d'autres domaines. La deuxième série de propositions, c'était que certaines choses qui avaient été faibles ou pas assez précises dans le Grenelle 1 devaient être renforcées ou précisées dans le Grenelle 2. Alors, je pense par exemple à la rénovation thermique des bâtiments ou au problème des énergies renouvelables. Dans la rénovation thermique des bâtiments, on a eu un lobby de la part du nouveau ministre, on appelle Monsieur Pomme, hein, vous connaissez l'histoire, il y a Madame Mam, qui est Michel Alliot-Marie, hein, qui est maintenant ministre des Affaires extérieures, hein, de la politique étrangère de la France, hein, qui a été d'ailleurs avec M. Sarkozy au Portugal pour le sommet de l'OTAN, là récemment, bon, avec le nouveau ministre de la Défense, bien sûr, Alain Juppé, hein. Et alors, on l'appelle MAM, M-A-M, et puis, comme vous le savez, son mari, c'est Patrick Ollier, il s'appelle Patrick Ollier, il est auparavant président de la commission des affaires économiques à l'Assemblée, il y a encore 15 jours. Et, bien que mari déjà d'une ministre, il a été pris dans le gouvernement, il est maintenant ministre des Relations avec le Parlement. Alors on l'appelle Pomme parce qu'on l'appelle Patrick Ollier-Marie, pour montrer que c'est elle quand même qui est la porte-femme, bon, pour une fois que la parité est plutôt dans l'autre sens. Alors, ceci étant dit, eh bien, Patrick Ollier, du temps où il était président de cette commission, eh bien, vraiment a essayé de saboter la rénovation thermique des bâtiments, de telle manière que les normes ne soient pas ce qu'on appelle les normes BBC, vraiment des bâtiments de plus basse consommation, pour éviter ce qu'on appelle les passoires thermiques, et donc les passoires énergétiques, et donc la précarité énergétique, où on voit dans les commissions départementales de surendettement qu'il y a les ménages les plus pauvres, eh bien, qui ont du chauffage électrique, et puis qui sont évidemment dans des bâtiments mal isolés, qui n'ont pas de double vitrage, et donc il y a évidemment de l'endettement dû simplement à ce qu'on appelle les charges locatives, qui sont beaucoup trop fortes par rapport aux bâtiments où vous habitez. Non, il a eu le cesse de relever les normes de telle manière que dans la rénovation, eh bien, les normes soient beaucoup plus laxistes que celles qui avaient été promises dans les engagements du Grenelle d'octobre 2007. Donc là, on a été déçus. Bon, je donne un autre point de déception, toujours d'ailleurs qui vient de Patrick Ollier, c'était quand même un homme assez influent, hein, c'est un pilier historique du RPR, c'est les éoliennes. Nous, on est pour les énergies renouvelables, bien entendu, hein, on préfère ça au nucléaire. Eh bien, ces éoliennes,
ont également été battus en brèche par des amendements, on peut dire scélérats, de Patrick Ollier,